All rise. Veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Thank you. Merci. Bonjour à tous. Madame la greffière d'audience, veuillez citer l'affaire, je vous prie. La greffière d'audience, merci Monsieur le Président. La situation en République démocratique du Congo, l'affaire Le Procureur contre Bosco Ntaganda, référence ICC au 0104 0206. Et je vous rappelle que nous sommes en audience publique. Le Président, merci. Je suis Howard Morrison, je suis le juge président dans la procédure d'appel découlant de l'affaire Le Procureur contre Bosco Ntaganda. Les autres juges qui siègent à mes côtés en cette procédure d'appel sont les juges Hoffmanski, la juge Luz del Carmen Ibáñez Carranza à mes côtés dans le prétoire, le juge Chile Eboyosuji et Solomi Balungi Bossa qui sont avec nous par lien vidéo. Je vais demander aux parties et aux participants de bien pouvoir se présenter aux fins du compte-rendu, à commencer par la défense. Le micro, s'il vous plaît. Microphone, please, counsel. The interpreters cannot hear you. Microphone, please. Le micro, s'il vous plaît. Merci. Office of the Prosecutor. Le bureau du procureur, je vous prie. Bonjour, Monsieur le Président. Pour le bureau du procureur, moi-même, Helen Brady, et je suis accompagné de la substitut du procureur Nicole Sampson et du conseil en appel, Madame Ray Gay, et Monsieur Matthew Cross et Monsieur Matteo Costi, ainsi que Monsieur George Mongwania. Merci, Monsieur le Président. Le Président, merci. Je donne la parole aux représentants légaux des victimes. Merci, Monsieur le Président. Les anciens enfants soldats sont représentés par moi-même, Sarah Pellet, conseil au bureau du Conseil public pour les victimes. Thank you. Le Président, merci. Je constate que Monsieur Ntaganda est également présent dans le prétoire. Monsieur le Président, je souhaiterais me présenter, dit Monsieur Souproun. Bonjour, les victimes des attaques sont représentées par moi-même, Dimitri Souproun, conseil au bureau des conseils pour les victimes. Le Président, merci, Monsieur Souproun. Aujourd'hui, la Chambre d'appel rend deux arrêts. Le premier arrêt porte sur l'appel interjeté par Monsieur Bosco Ntaganda et par le procureur contre la décision de la Chambre de première instance numéro 6 en date du 8 juillet 2019, le condamnant pour crime de guerre et crime contre l'humanité. Le second est lié à l'appel interjeté par M. Ntaganda contre la décision sur la peine rendue par la Chambre de première instance numéro 6 en date du 7 novembre 2019, le condamnant à une peine unique de 30 années d'emprisonnement. Je me référerai à ces décisions comme étant la décision de condamnation et la décision sur la peine. Je me pencherai d'abord sur l'appel interjeté contre la décision de condamnation en commençant par un rappel du contexte procédural. Le 8 juillet 2019, la Chambre de première instance a rendu sa décision de condamnation dans laquelle elle reconnaissait M. Ntaganda coupable de 5 chefs de crimes contre l'humanité, meurtre et tentative de meurtre, viol, esclavage sexuel, persécution, transfert forcé et déportation, et de 13 chefs de crimes de guerre, meurtre et tentative de meurtre, le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les civils, viol, esclavage sexuel, pillage, le fait d'ordonner le déplacement de la population civile, conscription et enrôlement d'enfants âgés de moins de 15 ans
dans un groupe armé et le fait de les utiliser pour participer activement à des hostilités, attaques délibérées contre des objets protégés et destruction du patrimoine de l'adversaire. La Chambre de première instance a conclu que M. Ntaganda était coupable en tant que coauteur indirect pour tous les crimes visés et coupable en tant qu'auteur direct pour un chef de meurtre constituant un crime contre l'humanité et un crime de guerre, ainsi qu'un acte de persécution y étant lié constitutif d'un crime contre l'humanité. L'arrêt rendu aujourd'hui par la Chambre d'appel porte sur l'appel interjeté contre la décision de condamnation par M. Ntaganda et le procureur. Dans son mémoire en appel, M. Ntaganda soulève 15 moyens visant à contester l'équité de la procédure et faisant valoir que la Chambre de première instance a commis plusieurs erreurs de droit, de fait et de procédure. Dans son mémoire d'appel, le procureur soulève 2 moyens d'appel contestant l'interprétation par la Chambre de première instance du terme attaque en vertu de l'article 8 petit 2 petit e romain 4 du statut, le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des objets. En ce qui concerne certains de ces recours, M. Ntaganda prie la Chambre d'appel d'ordonner la tenue d'un nouveau procès ou la suspension permanente de la procédure. Pour ce qui est des autres moyens, qu'elle annule la condamnation. Le procureur prie la Chambre d'appel de recevoir des conclusions supplémentaires sur des faits et de condamner M. Ntaganda pour 2 incidents supplémentaires. Dans le premier moyen soulevé en appel, M. Ntaganda conteste l'indépendance judiciaire de la juge Kuniko Ozaki en vertu du paragraphe 2, article 40 du statut. La Chambre d'appel considère que le cadre juridique régissant la Cour ne prévoit aucun recours contre une décision prise par une majorité absolue des juges en vertu de l'article 40 du statut, ce devant la Chambre d'appel. Bien que le juge Eboe Osuji ne partage pas ce raisonnement, il souscrit aux conclusions finales de la Chambre d'appel. La Chambre d'appel rappelle que l'indépendance judiciaire des juges est le fondement même du cadre juridique de la Cour qui vise à garantir l'intégrité générale de la procédure devant la Cour de séance. C'est la raison pour laquelle le statut prévoit un mécanisme spécifique à l'article 40 qui porte sur ce sujet et établit la procédure idoine en cas de problème lié à l'indépendance d'un juge. Cette procédure a été respectée en la présente espèce. La Chambre d'appel considère toutefois que l'appelant est en droit de soulever des questions liées à l'équité de la procédure en appel. À cet égard, la Chambre d'appel souligne que l'article 81 petit 1 petit b romain 4 du statut offre expressément à la personne déclarée coupable ou au procureur en son nom la possibilité d'interjeter appel pour un motif de nature à compromettre l'équité ou la régularité de la procédure ou de la décision. En l'espèce, M. Ntaganda ne présente aucun argument contestant l'équité ou la régularité de la décision de condamnation. Au titre de cette disposition, partant, la Chambre d'appel rejette le premier moyen. La juge Ibanez, bien qu'elle souscrive aux conclusions de la Chambre d'appel, est en désaccord avec ce raisonnement dans la mesure où elle conclut que cette question de l'indépendance judiciaire ne saurait faire l'objet d'un recours devant la Chambre d'appel. Selon elle, M. Ntaganda a le droit de soulever toute question qui aurait pu compromettre l'équité de la procédure en vertu de l'article 81 petit 1 petit b romain 4 du statut. Néanmoins, la juge Ibanez estime que M. Ntaganda n'a pas su démontrer un quelconque effet matériel du manque d'indépendance de la juge Ozaki, du manque d'indépendance allégué de la juge Ozaki. Le juge Eboe Osuji est d'avis que rien n'empêche la Chambre d'appel d'examiner la question de l'indépendance de la juge Ozaki pour la simple raison qu'elle avait déjà été tranchée par la plénière des juges. Toutefois, après avoir examiné les arguments de M. Ntaganda, le juge Eboe Osuji confirmerait malgré tout la conclusion de la plénière des juges relative à l'indépendance de la juge Ozaki et rejetterait ce moyen soulevé en appel. Dans son second moyen soulevé en appel, M. Ntaganda fait valoir que son droit à un procès équitable a été bafoué parce que, premièrement, la Chambre de première instance a eu recours de manière excessive à des éléments ex parte. Deuxièmement, que le procureur n'a pas communiqué
les conversations non protégées de M. Ntaganda du centre de détention auquel elle avait eu accès, et la Chambre de première instance n'a pris aucune mesure pour atténuer le préjudice découlant de cette violation des règles de divulgation. Troisièmement, que la Chambre de première instance n'a pas suspendu la procédure dans l'attente de la résolution de la requête en insuffisance des moyens à charge. Et quatrièmement, que la Chambre de première instance a donné priorité à la rapidité de la procédure aux dépendants des droits de M. Ntaganda à un procès équitable. En ce qui concerne le premier argument, la Chambre d'appel estime que, bien que le fait de recourir à des procédures ex parte devrait être limité, en la présente espèce, M. Ntaganda a reçu suffisamment d'informations relatives au contenu des observations ex parte pertinentes. De surcroît, la Chambre de première instance a pris des mesures adéquates pour compenser un préjudice potentiel. Pour ce qui concerne le second argument, la Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance n'a commis aucune erreur en s'appuyant sur le risque de préjudice à l'enquête du bureau du procureur ainsi que sur la protection des témoins pour empêcher la divulgation de certaines parties des éléments pertinents. La Chambre d'appel fait remarquer que selon l'évaluation de la Chambre de première instance, le préjudice subi de M. Ntaganda était limité et qu'elle a pris des mesures pour protéger les droits de M. Ntaganda. En ce qui concerne le troisième argument, la Chambre d'appel estime que M. Ntaganda n'a pas démontré que la Chambre de première instance a commis une erreur en ne suspendant pas la procédure avant la résolution de sa requête en insuffisance des moyens à charge. En ce qui concerne le quatrième argument, la Chambre d'appel estime que M. Ntaganda n'a pas démontré que la Chambre de première instance a donné priorité à la rapidité de la procédure aux dépens de son droit à un procès équitable. Partant, la Chambre d'appel rejette le second moyen soulevé en appel. Au titre du troisième moyen soulevé en appel, M. Ntaganda avance que la Chambre de première instance a commis une erreur en le déclarant coupable d'actes criminels qui ne relèvent pas du champ des charges visées. La Chambre d'appel estime que le fait que le procureur formule et que la Chambre de première instance confirme les charges n'est pas forcément incohérent avec l'article 74.2 du statut, liste qui ne consiste pas en une liste exhaustive des actes criminels individuels. La Chambre d'appel estime que les actes criminels contestés par M. Ntaganda au titre de ce moyen soulevé en appel étaient inclus dans les charges confirmées et que partant la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur en le condamnant pour ces actes, car ils ne sortent pas du champ des circonstances décrites dans les charges. La Chambre d'appel, par conséquent, rejette le troisième moyen. Dans les quatrième et cinquième moyens d'appel, M. Ntaganda conteste la conclusion de la Chambre d'appel selon laquelle une attaque a été dirigée contre la population civile dans le cadre ou lors de la mise en œuvre d'une politique organisationnelle. En particulier, au titre du quatrième moyen soulevé en appel, M. Ntaganda conteste la conclusion selon laquelle l'UPC-FPLC menait une politique visant à attaquer et à chasser les civils lendous, ainsi que ceux qui étaient perçus comme étant non nituriens. Il estime que la Chambre de première instance a commis une erreur en évaluant les éléments de preuve pour prouver l'existence de cette politique. Pour des raisons qui sont explicitées dans l'arrêt et après un examen scrupuleux des éléments évalués par la Chambre de première instance, la Chambre d'appel rejette cette réclamation et conclut que la conclusion générale de la Chambre de première instance sur l'existence d'une politique organisationnelle est raisonnable. M. Ntaganda avance également que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant que l'UPC-FPLC était une organisation avant la date du 9 août 2002. Toutefois, il n'identifie aucun impact matériel de l'erreur alléguée. Par conséquent, cet argument a été rejeté in limine. Au titre du cinquième moyen d'appel, M. Ntaganda conteste la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle une attaque a été dirigée contre la population civile. Notamment, il prétend que la Chambre de première instance n'aurait pas conclu qu'une
population civile était l'objectif principal de l'attaque et n'a pas accordé suffisamment de poids au but légitime des 6 opérations militaires au cours desquelles l'attaque a été commise. Il soutient également que la Chambre de première instance a limité à tort son analyse aux éléments de preuve liés à 6 opérations militaires et n'aurait pas examiné les éléments de preuve pertinents portant sur d'autres opérations de l'UPC-FPLC. Finalement, il fait valoir que le fait de conclure qu'il aurait été ordonné d'attaquer des civils était une erreur. Pour des raisons exposées dans son arrêt, la Chambre d'appel conclut que l'article 7 du statut impose de conclure que l'attaque était dirigée contre une population civile quelle qu'elle soit et qu'elle ne nécessite pas une conclusion distincte selon laquelle la population civile était l'objet principal de cette attaque. Cela signifie simplement que l'attaque a ciblé la population civile. Il n'est nul besoin d'établir que l'objectif principal ou l'objet principal des actes visés était de s'en prendre à des civils. Une attaque dirigée contre la population civile peut également répondre à d'autres objectifs ou motifs. La question de savoir si une attaque a été dirigée contre la population civile est principalement une question de fait susceptible d'être évaluée en examinant entre autres les moyens et la méthode utilisés au cours de l'attaque, le statut des victimes, leur nombre, la nature arbitraire de l'attaque, la nature des crimes commis lors de l'attaque, la résistance aux assaillants au moment en question et la mesure dans laquelle les forces assaillantes peuvent être considérées comme ayant respecté ou ayant tenté de respecter les mesures de précaution prévues par le droit de la guerre. Compte tenu des considérations qui précèdent, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance s'est laissée guider par des considérations pertinentes et a conclu raisonnablement que l'attaque était dirigée contre une population civile. La Chambre d'appel se rallie également à l'opinion de la Chambre de première instance selon laquelle le critère selon lequel les actes doivent faire partie d'un comportement qui indique que l'article 7 du statut entend couvrir une série ou une succession d'événements plutôt qu'une simple somme d'événements sans lien ou isolés. La Chambre d'appel considère que cela ne requiert pas une analyse de la totalité des activités et des opérations militaires d'un État ou d'une organisation afin d'établir qu'il existait en effet un comportement au cours duquel plusieurs actes auraient été commis tels que visés à l'article 7, paragraphe 1, ou que l'attaque visait une population civile. Après avoir scrupuleusement examiné les conclusions de la Chambre de première instance et les éléments de preuve invoqués, la Chambre d'appel conclut que les conclusions selon lesquelles des ordres d'attaquer la population civile ont été donnés et qu'une attaque contre la population civile a eu lieu étaient raisonnables. Compte tenu des considérations qui précèdent, la Chambre d'appel rejette les 4e et 5e moyens soulevés en appel par M. Taganda. La juge Ibanez et le juge Eboe Osuji ont exposé leurs opinions sur divers aspects des critères juridiques pour les éléments contextuels des crimes contre l'humanité dans des opinions individuelles. Au titre du 6e moyen soulevé en appel, M. Ntaganda prétend que le contrôle territorial est une condition permettant d'ordonner le déplacement de la population civile, ce en vertu de l'article 8, petit 2, petit e, Romain 8 du statut, et que la Chambre de première instance s'est trompée, a commis une erreur en se fondant sur des ordres donnés lors de la conduite des hostilités, mais avant que le territoire en question ne tombe sous le contrôle de l'UPC-FPLC pour fonder la condamnation pour les crimes visés. La Chambre d'appel fait observer qu'il n'y a pas de critères explicites contenus à l'article 8 de petit e, Romain 8 du statut des éléments des crimes, de l'article 17 du protocole additionnel numéro 2 ou du droit international humanitaire coutumier
selon lesquels, pour ordonner le déplacement de la population civile dans le contexte d'un conflit armé non international, l'auteur doit occuper ou exercer un contrôle sur la zone pertinente. Bien que la Chambre d'appel accepte l'argument selon lequel l'article 49 de la 4e Convention de Genève est susceptible d'éclairer pour l'interprétation de l'article 17 du protocole additionnel 2 dans la mesure où un libellé similaire est utilisé, les différences fondamentales qui existent entre les deux dispositions signifient que les critères s'appliquant à l'une ne sauraient être simplement transposés à l'autre. À la lumière de ces différences, la Chambre d'appel ne peut pas retenir l'argument de M. Taganda selon lequel l'article 8 petit 2 Romain 8 du statut devrait être interprété comme nécessitant un contrôle territorial conformément aux critères visés à l'article 49 de la 4e Convention de Genève. Eu égard à l'argument de M. Taganda selon lequel des civils doivent être sous le contrôle et le pouvoir de l'auteur afin de pouvoir donner effet à un ordre de déplacement et que par conséquent le contrôle territorial est une exigence imposée par l'article 8.2 petit e Romain 8 du statut, la Chambre d'appel considère que la question de savoir si la personne est en mesure de donner effet à un ordre de déplacer la population civile est une question de fait qui dépend principalement de la position occupée par l'accusé et de ses devoirs et responsabilités, notamment sa capacité à faire respecter ses ordres. Étant donné que l'analyse de la Chambre de première instance relative à cet élément se concentre sur l'autorité et le pouvoir des auteurs à faire respecter leurs ordres, la Chambre d'appel ne décèle aucune erreur dans cette démarche. Compte tenu des considérations précédentes, la Chambre d'appel rejette l'argument de M. Taganda selon lequel le contrôle territorial est une condition pour ordonner le déplacement et que cela est constitutif d'un crime au titre de l'article 8 de petit e 8 du statut. Par conséquent, le 6e moyen soulevé en appel est rejeté. Au titre du 7e moyen, M. Taganda conteste l'évaluation de la Chambre de première instance de son propre témoignage, faisant valoir qu'elle a rejeté son témoignage lorsqu'il contredisait les éléments de preuve présentés par l'accusation, inversant ainsi la charge de la preuve. La Chambre d'appel estime que la crédibilité, la fiabilité et le poids accordé aux éléments de preuve à décharge doivent être évalués de la même manière que les éléments présentés à charge. Elle estime que la Chambre de première instance a correctement évalué la crédibilité du témoignage de M. Taganda à la lumière du dossier dans son intégralité et a rectifié d'éventuelles incohérences. Rien ne porte à croire que, ce faisant, elle aurait inversé la charge de la preuve. M. Taganda fait également valoir que la Chambre de première instance aurait dû tenir compte du fait qu'il avait témoigné avant d'autres témoins à décharge. La Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance demeure libre de choisir à quel moment elle entend le témoignage de l'accusé et que l'argument selon lequel elle aurait dû prendre en considération le moment auquel M. Taganda avait témoigné de manière favorable est injustifié. Au titre du 7e moyen, M. Taganda fait valoir que la Chambre de première instance a rejeté à tort le témoignage de l'un de ses anciens gardes du corps, le témoin D0017, dans son intégralité parce qu'elle a estimé que ce témoignage manquait de crédibilité. La Chambre d'appel n'est pas convaincue par cet argument. Elle considère que la Chambre de première instance a évalué le témoignage du témoin D0017 à la lumière des autres éléments du dossier et l'a rejeté de manière raisonnée. Finalement, au titre de ce moyen, M. Taganda fait valoir que la Chambre de première instance se serait appuyée à tort sur la déclaration préalablement enregistrée de 2 témoins pour conclure à sa culpabilité. La majorité de la Chambre d'appel considère qu'il n'existe aucun obstacle juridique à l'utilisation de témoignages préalablement enregistrés en vertu de la règle 68.2
visant à prouver la commission d'actes criminels individuels dans des circonstances où il ne s'agit pas d'actes directement imputés à l'accusé. Néanmoins, avant que de tels témoignages préenregistrés soient utilisés, il faut s'assurer qu'ils ne sauraient constituer le seul fondement pour la condamnation relative à un crime particulier. D'autres cas d'actes criminels similaires doivent être établis sur la base de témoignages oraux afin que les droits de l'accusé à contester les éléments de preuve fondant sa condamnation ne soient pas entravés. En ce qui concerne les déclarations enregistrées au préalable qui font l'objet de la réclamation de M. Taganda, la Chambre d'appel considère qu'il n'était pas la seule raison ou la raison décisive qui ont amené la Chambre d'appel à condamner M. Taganda. Par conséquent, la Chambre d'appel rejette le 7e moyen d'appel. Le juge Eboe Osuji ne peut souscrire aux conclusions de la majorité quant à l'utilisation des déclarations enregistrées au préalable aux fins de condamnation et considère que la Chambre de première instance a commis une erreur en se fondant sur des déclarations non faites sous serment portant sur des actes et comportements de personnes à travers lesquels il a été établi que M. Taganda a commis les crimes en question. Au titre du 8e moyen en appel, M. Taganda conteste la conclusion de la Chambre de première instance portant sur 6 événements distincts au cours des crimes ont été commis par l'UPC-FPLC. M. Taganda prétend que l'évaluation de la Chambre pour ce qui est de ces 6 événements était entachée par le témoignage non corroboré de témoins complices, à savoir les témoins P768, P963 et P17. Je ne vais pas entrer dans les détails de l'évaluation de la Chambre d'appel en l'espèce. Pour les besoins de cet exposé, je me contenterai de dire que la Chambre de première instance connaissait les normes applicables à l'évaluation de la crédibilité des témoins, y compris celles portant sur les témoins complices, et a fourni un raisonnement suffisant pour justifier son recours au témoignage de ces témoins. La Chambre de première instance, nous sommes d'avis que la Chambre de première instance a fourni une évaluation raisonnable des témoignages de P768, P963 et P17. Par conséquent, le 8e moyen en appel est rejeté. J'en arrive au 9e, 10e, 11e et 12e moyens. Au titre des 9e, 10e, 11e et 12e moyens soulevés par M. Taganda, celui-ci fait valoir que la Chambre de première instance a conclu à tort que des individus âgés de moins de 15 ans ont été utilisés comme escortes, ont été enrôlés au sein de l'UPC-FPLC et ont participé activement aux hostilités. Qu'il était déraisonnable que la Chambre conclue que des cas de viol ou d'esclavage sexuel se sont produits ou que M. Ntaganda connaissait ces cas en se fondant sur le témoignage du P0758, P0883 et sur le témoignage d'un certain nombre de témoins portant sur le viol d'une personne dénommée Mavé, et que la Chambre de première instance a commis une erreur en déduisant qu'il avait l'intention et savait que des individus âgés de moins de 15 ans seraient ou étaient recrutés et enrôlés dans les rangs de l'UPC-FPLC et ensuite utilisés pour participer activement à des hostilités. Pour des raisons qui sont exposées de manière détaillée dans l'arrêt, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance a fourni une évaluation raisonnable des témoignages lorsqu'elle a tiré la conclusion contestée relative à l'utilisation d'individus âgés de moins de 15 ans dans les rangs de l'UPC-FPLC et que la connaissance de M. Ntaganda avait connaissance de cas de viol et d'esclavage sexuel d'individus âgés de moins de 15 ans, y compris le viol de Mavé, et avait la connaissance du recrutement et de l'enrôlement d'individus âgés de moins de 15 ans dans les rangs de l'UPC-FPLC. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre d'appel rejette les 9e, 10e, 11e et 12e moyens soulevés en appel par M. Taganda. Les moyens suivants soulevés en appel
porte sur le régime de responsabilité de la coperpétration indirecte. Le juge Eboe Osuji et moi-même avons d'importantes réserves quant à l'application et la portée du jugement de la Chambre de première instance eu égard à la responsabilité criminelle de M. Taganda qui se base sur les théories de coperpétration indirecte et de contrôle du crime. Ces réserves sont exposées dans nos opinions individuelles. Selon nous, les questions et le champ d'application des théories de la coperpétration indirecte et du contrôle de crime ne sont pas établis en droit pénal international. Mes réserves ne m'amènent pas à conclure que la décision de condamnation devrait être annulée en raison des limites de l'examen en appel et en raison du fait que la Chambre de premier exemple a suivi expressément la jurisprudence de la Cour qui était connue de l'appelant. D'un autre côté, les réserves du juge Eboe Osuji le mènent à conclure que la condamnation de M. Taganda devrait être annulée dans la mesure où elle est fondée sur la théorie de la coperpétration indirecte. Toutefois, il confirmerait la condamnation pour les crimes qui, selon lui, ont été commis directement par M. Taganda. La juge Ibanez s'est également exprimée dans une opinion individuelle en soutien de la théorie de la coperpétration indirecte et du contrôle du crime. Selon l'OM, la coperpétration indirecte est un mode de responsabilité consacré à l'article 25.3 petit a du statut de Rome qui constitue l'un des instruments les plus importants pour faire face à ce type de criminalité de masse associée aux crimes internationaux relevant de la compétence de la Cour. Au titre du 13e moyen d'appel, M. Taganda soulève un certain nombre d'arguments visant à démontrer que la Chambre de première instance a commis une erreur dans son approche liée au plan commun et aux crimes commis lors de la mise en œuvre du plan en question. La Chambre d'appel est d'avis que, contrairement aux arguments de M. Taganda, la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle les co-auteurs entendaient détruire et désintégrer la communauté Lendu n'est pas un prolongement du plan commun visé par le procureur. En ce qui concerne les éléments de preuve sur lesquels se fonde la Chambre de première instance pour se prononcer sur la réunion qui a eu lieu à Kampala en juin 2002, M. Taganda ne démontre pas que ces éléments de preuve sont contradictoires et insuffisants pour en tirer des conclusions. La Chambre d'appel conclut également que M. Taganda n'a pas démontré que la Chambre a commis une erreur en se fondant sur les éléments de cette réunion pour établir que les co-auteurs sont convenus d'un plan commun visant à chasser les Lindous des localités ciblées lors de leur campagne militaire contre le RCD-KML. En outre, la Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance n'était pas dans l'obligation de déduire l'existence d'un plan commun à partir des éléments de preuve liés à des actions concertées subséquentes des co-auteurs, telles que l'a fait valoir M. Ntaganda n'a pas non plus commis d'erreur en se fondant sur les preuves de la commission des crimes par des soldats individuels. En ce qui concerne les conclusions de la Chambre de première instance sur les crimes commis dans l'exécution du plan commun, la Chambre d'appel considère que ces conclusions sont suffisamment détaillées vis-à-vis des crimes en question. Elle fait observer que, contrairement à l'argument de M. Taganda, les conclusions ne se limitent pas à la simple commission des crimes et incluent des réunions, des ordres et des instructions spécifiques données aux troupes. Par conséquent, la Chambre d'appel considère qu'il était raisonnable que la Chambre de première instance déduise de ces conclusions que les co-auteurs entendaient commettre ces crimes selon un plan commun établi. M. Taganda fait également valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur en le déclarant coupable des agissements des civils Emma à Mongboalou. La Chambre d'appel estime qu'il était raisonnable que la Chambre de première instance conclue sur la base des éléments de preuve tels que des ordres donnés aux civils Emma et les opérations conjointes avec les soldats de l'UPC-FPLC que les civils Emma fonctionnaient comme un outil entre les mains des co-auteurs et que leur volonté avait perdu toute pertinence. La Chambre d'appel rejette par conséquent le 13e moyen soulevé en appel.
Au titre du 14e moyen en appel, M. Ntaganda fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur en conclusion qu'il possédait la mens rea requise en tant que co-auteur indirect pour les crimes commis lors de la première opération. Il avance que, premièrement, la Chambre de première instance commet une erreur de fait en se fondant sur deux ordres qu'il aurait donnés pour établir la présence de la mens rea. Deuxièmement, aucun des autres facteurs retenus par la Chambre de première instance pour déduire son intention de commettre les crimes visés collectivement ou individuellement ne permet d'étayer la conclusion sur la mens rea. Et troisièmement, en déduisant l'existence d'un fait sous-tendant une condamnation, la Chambre de première instance n'a pas raisonnablement envisagé la possibilité d'autres conclusions disponibles et d'éléments de preuve pertinents y afférents. Après un examen scrupuleux des éléments de preuve sous-tendant chacune des conclusions factuelles de la Chambre de première instance à l'appui des conclusions liées à la mens rea de M. Ntaganda pour la première opération, la Chambre d'appel conclut qu'aucune des réclamations de l'appelant ne rende la décision de la Chambre de première instance sur sa connaissance ou son intention liée au crime déraisonnable. Au titre du 15e moyen, M. Ntaganda fait valoir que des erreurs en droit ont été commises dans l'application du droit sur la coperpétration indirecte. Deuxièmement, des erreurs ont été commises dans l'évaluation de sa contribution à et sa mens rea pour les crimes commis lors de la seconde opération. Troisièmement, des erreurs ont été commises dans les conclusions factuelles de la Chambre de première instance sur sa contribution directe à la seconde opération. Il fait valoir que ces contributions de minimis à la seconde opération ne révèlent aucune connaissance selon laquelle il exerçait un contrôle ou apportait une contribution essentielle aux crimes commis lors de la seconde opération. Et quatrièmement, des erreurs dans le fait que la Chambre se soit appuyée sur le témoignage de P0055, à savoir que M. Ntaganda aurait été informé au moment du massacre de Kobu et aurait exprimé son approbation. La Chambre d'appel considère que, conformément au principe de causalité, la contribution essentielle d'un accusé doit être relative au crime dont il est responsable. Toutefois, la contribution d'un co-auteur, qui, de prime abord, ne porte pas directement sur un crime spécifique, mais sur la mise en œuvre d'un plan commun de manière plus générale, peut être suffisante. La Chambre d'appel conclut que pour la coperpétration indirecte, l'élément de la connaissance de la mens rea comprend une conscience de la part du co-auteur des circonstances factuelles qui lui ont permis, avec d'autres co-auteurs, d'exercer conjointement le contrôle sur le crime. M. Ntaganda n'a pas identifié d'erreur factuelle en l'espèce. À la lumière de ce qui précède, M. Ntaganda n'a démontré aucune erreur dans l'application par la Chambre du droit de la coperpétration indirecte et ses arguments sont par conséquent rejetés. En ce qui concerne l'argument de M. Ntaganda, selon lequel la Chambre de première instance était tenue d'analyser sa responsabilité à l'égard des deux opérations séparément, la Chambre d'appel rappelle que la considération décisive pour la coperpétration est de savoir si la contribution de M. Ntaganda dans son ensemble constituait une contribution essentielle au crime, et ce dans le cadre du plan commun, et détermine que la Chambre de première instance n'était pas tenue d'analyser la contribution essentielle de M. Ntaganda à l'égard des crimes spécifiques reprochés dans chacune des opérations. Par conséquent, la Chambre de première instance n'était pas tenue d'évaluer la mens rea de M. Ntaganda en ce qui concerne les actes criminels spécifiques commis dans chacune de ces opérations. Pour le déclarer pénalement responsable en tant que co-auteur d'actes criminels spécifiques de meurtre ou de viol qui ont eu lieu à des dates et des lieux particuliers, il n'est pas nécessaire d'établir que M. Ntaganda était au courant des détails de ces événements, y compris si des actes spécifiques avaient été commis et lesquels.
Ce qui doit être établi, par contre, c'est qu'il possédait la mens rea requise pour les crimes en tant que tels, à savoir les meurtres, les viols, les persécutions, les pillages, etc., qui étaient commis dans le cadre de l'exécution du plan commun. In finding that the first and second La Chambre d'appel considère que la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur en concluant que les premières et deuxièmes opérations faisaient partie de la même campagne militaire et constituaient une succession logique d'événements. Et étant donné que les deux opérations faisaient partie intégrante du plan commun et étaient liées entre elles, la Chambre de première instance a eu raison d'évaluer le rôle de M. Ntaganda et de manière globale, plutôt que de procéder à une analyse distincte de ses contributions et de sa mens rea pour les premières et puis deuxièmes opérations respectivement. En ce qui concerne les contestations de M. Ntaganda quant à l'évaluation factuelle par la Chambre de première instance de sa contribution essentielle à la mise en œuvre du plan commun, la Chambre d'appel rappelle que la détermination de la question de savoir si un coauteur présumé exerçait un contrôle sur les crimes dépend nécessairement d'une évaluation globale, holistique de tous les faits et éléments de preuve pertinents. Elle considère que, sur la base des constatations et des preuves invoquées, la conclusion de la Chambre de première instance, en l'espèce, était raisonnable. Enfin, la Chambre d'appel estime que la conclusion de la Chambre de première instance, selon laquelle M. Ntaganda voulait que les troupes déployées pendant la deuxième opération adoptent les comportements et provoquent dès lors les conséquences nécessaires à la commission des crimes et que cette conclusion était raisonnable. Les 14e et 15e moyens d'appel sont dès lors rejetés. J'en arrive à l'appel du procureur. Le procureur soulève deux moyens d'appel, au terme desquels elle fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur en ne considérant pas que le terme « attaque » employé à l'article 8.2, petit e, 4 en chiffres romains du statut avait un sens particulier et qu'une attaque aux fins de cette disposition ne se limite pas seule à la conduite des hostilités. Cela concerne le chef 17, au terme duquel M. Ntaganda était accusé d'avoir attaqué des objets protégés en tant que crime de guerre, notamment ce qui concerne le pillage de l'hôtel Mongboalou et l'effraction de l'église de Sayo. La Chambre de première instance a conclu qu'elle n'examinerait pas ces deux événements au titre du chef 17 car ils ne constituaient pas des attaques. La Chambre d'appel conclut à la majorité, la juge Ibanez étant dissident, que l'appel du procureur doit être rejeté. Le juge Joshmansky et moi-même estimons que le terme « attaque » utilisé à l'article 8.2 4 en chiffres romains du statut signifie action de combat et que la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur en n'appliquant pas une définition différente du terme « attaque ». La juge Balungi Bossa considère qu'il était inacceptable que la Chambre de première instance conclue que la conduite des hostilités a cessé après l'assaut de Mongboalou. Pour les raisons exposées dans son opinion individuelle, refuse d'annuler l'acquittement de M. Ntaganda pour le chef d'accusation d'attaque d'objets protégés en tant que crime de guerre contre l'hôpital de Mongboalou et l'église de Sayo. Le juge Eboe Osuji est d'avis que ce type d'attaque que le statut de Rome interdit peut se produire en dehors du cours des hostilités actives et il n'accepte pas les conclusions de la Chambre de première instance à cet égard. Pour les raisons exposées dans son opinion partiellement concordante, il refuse d'annuler le dispositif de la Chambre de première instance sur cette question particulière. La juge Ibanez Carranza partage en partie l'avis des juges Balungi Bossa et du juge Eboe Osuji selon lequel la Chambre de première instance a commis une erreur dans l'interprétation du terme attaque à l'article 8.2 4 en chiffres romains du statut et estime que le terme attaque comprend la préparation, l'exécution d'une action de combat et ses conséquences immédiates. Elle ferait droit à l'appel du procureur et annulerait les conclusions de la Chambre de première instance à cet égard. La Chambre d'appel confirme à la majorité la décision de condamnation et rejette les appels interjetés par M. Ntaganda et le procureur.
Je me tourne maintenant vers l'opinion individuelle du juge Ibáñez Carranza. Dans son opinion séparée, la juge Ibáñez aborde deux concepts juridiques fondamentaux qui, comme l'illustrent les observations de M. Ntaganda présentées tant dans la procédure de déclaration de culpabilité que dans la procédure d'appel sur la peine, constituent de fausses déclarations qui nécessitent des éclaircissements supplémentaires. L'opinion individuelle de la juge Ibáñez a pour but de renforcer l'arrêt de la Chambre d'appel et d'aider à une meilleure compréhension du droit pénal appliqué à la Cour pour cette affaire, et ce, dans des affaires futures, que ce soit devant cette même Cour ou dans d'autres juridictions nationales, voire internationales. À cet égard, elle discute les éléments contextuels des crimes contre l'humanité, en particulier l'exigence selon laquelle l'attaque généralisée ou systématique dirigée contre toute population civile doit être menée en application ou dans la poursuite d'une politique d'organisation. Et elle aborde également le sens et la portée de la coperpétration indirecte, y compris par le biais d'un appareil de pouvoir organisé en tant que mode de responsabilité prévu par le statut. En ce qui concerne la première question, la juge Ibáñez considère que pour déterminer si une organisation est qualifiée comme telle au sens de l'article 7 du statut, il faut se concentrer sur les caractéristiques qui lui permettraient de mener une attaque généralisée ou systématique dirigée contre toute population civile. En outre, pour établir l'existence d'une politique visant à commettre une attaque au sens de l'article 7 du statut, il n'est pas nécessaire de prouver que cette politique aurait été sous-tendue par une quelconque idéologie ou motivation. Selon la juge Ibáñez, il est possible que l'État ou l'organisation soit motivé par un but légitime, mais que les moyens par lesquels il cherche à atteindre ce but soient criminels, ce qui se traduit par une attaque généralisée ou systématique dirigée contre la population civile. Elle considère dès lors que, lorsqu'elle est interprétée à la lumière de l'objet et du but du statut, l'exigence de politique générale doit être comprise comme imposant un seuil minimum visant à exclure les crimes ordinaires du domaine des crimes contre l'humanité. En outre, la juge Ibáñez est d'avis qu'une attaque généralisée ou systématique aux fins des crimes contre l'humanité équivaut à une campagne de violation grave des droits humains qui se manifeste par la commission multiple d'actes visés à l'article 7-1 du statut. Et en ce qui concerne les faits dans la présente affaire, la juge Ibáñez considère que l'UPC-FPLC était une structure bien organisée, capable de planifier, de concevoir et de mettre en œuvre une politique organisationnelle visant à attaquer et à chasser les civils lendous ainsi que ceux qui étaient perçus comme des non-ituriens. La juge Ibáñez est d'avis que si l'objectif de l'UPC-FPLC est de mettre fin au pouvoir exercé par le RCD-KML sur le territoire de l'Ituri était légitime, les moyens par contre mis en œuvre pour atteindre cet objectif se sont cristallisés en une politique dont la mise en œuvre s'est traduite par une attaque généralisée systématique contre la population civile pendant la première et pendant la deuxième opération. Selon elle, le fait que l'UPC-FPLC ait pu mener d'autres opérations militaires pour lesquelles aucune preuve de la commission de crimes contre les civils n'a été présentée n'a aucune incidence sur la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle l'attaque comportait des actes multiples visés à l'article 7.1 du statut et était dirigée contre des civils lendous. En ce qui concerne la deuxième question, la juge Ibáñez estime que la coperpétration indirecte est un mode intégré de responsabilité couvert par l'article 25.3a du statut de Rome qui combine les éléments constitutifs de la coperpétration et la perpétration indirecte et qui est donc compatible avec le principe de l'égalité des droits de l'accusé. Elle considère que le contrôle du crime sert de critère objectif de distinction pour différencier la perpétration dans toutes ses modalités des autres formes de responsabilité pénale individuelle telles que prévues aux articles 25.3 et 28 du statut.
En outre, la juge Ibanez considère que la perpétration indirecte par le biais d'un appareil de pouvoir organisé est une modalité de la commission par le biais d'une autre personne, tel que prévu d'ailleurs à l'article 25.3 petit a du statut. En raison de sa position hiérarchique au sein de l'organisation structurée et de son fonctionnement automatique assuré par le caractère remplaçable de ses membres, l'auteur indirect exerce un contrôle fonctionnel sur les crimes et conserve le pouvoir d'en empêcher la commission. La juge Ibanez est d'avis qu'en raison de la nature même des crimes relevant de la compétence de la Cour, qui implique généralement une criminalité à grande échelle et de masse, la coperpétration indirecte constitue un outil approprié pour aborder de telles atrocités et aussi pour enquêter, pour poursuivre et pour condamner les personnes portant la plus haute responsabilité. La juge Ibanez considère que s'agissant de l'élément moral dans le contexte de la coperpétration indirecte par le biais d'un appareil de pouvoir organisé, les accusés doivent avoir conscience et avoir l'intention de participer à un plan commun qui implique la commission des crimes, d'une réalisation coordonnée des éléments objectifs du crime. Troisièmement, le fait que la mise en œuvre du plan commun aboutira à la réalisation des éléments objectifs du crime, ou être conscient que la réalisation des éléments objectifs sera une conséquence de leurs actes dans le cours normal des événements. Et quatrièmement, l'existence d'une structure de pouvoir organisée, contrôlée hiérarchiquement par eux, qui fonctionne automatiquement et est composée d'éléments remplaçables à la base, disposés à mettre en œuvre le plan commun et à commettre des crimes en conséquence. Selon elle, contrairement au cas de perpétration directe où l'auteur remplit en personne les éléments concrets du crime, il n'est pas nécessaire que le coauteur indirect soit conscient des particularités de chaque incident criminel, car ceux-ci sont commis par l'intermédiaire d'une autre personne et il s'agit donc de modes de responsabilité différents. En l'espèce, le juge Ibanez estime que l'UPC-FPLC était un appareil de pouvoir organisé, puisque hiérarchiquement organisé et composé de membres remplaçables, disposés à exécuter le plan criminel de l'opération et de l'organisation. Tout au long de la période pertinente pour les accusations, M. Ntaganda a exercé, en vertu de sa position hiérarchique, un contrôle sur le fonctionnement automatique de l'organisation qui a conduit au respect des instructions, directives et ordres par les auteurs directs remplaçables sur le terrain. Selon Mme la juge Ibanez, les faits de l'affaire montrent que M. Ntaganda était conscient et avait l'intention de commettre les crimes qui ont été indirectement perpétrés par les forces de l'UPC-FPLC et les civils EMA. Il a donc été inculpé et condamné à juste titre en tant que co-auteur indirect par le biais d'un appareil de pouvoir organisé. I'm now turning to appeal against sentence, but before I do so, Je vais maintenant aborder l'appel contre la peine. Maintenant, je viens de me rendre compte que l'avocat de la défense n'a pas allumé son ordinateur et donc finalement ce n'est pas son nom qui sera repris dans les personnes participant à l'audience. Il faudrait peut-être corriger cela avant que nous ne poursuivions. Monsieur le Président, les personnes que j'ai mentionnées tout à l'heure. Il s'agissait de Maître Laurence Hortas-Laberge, Mademoiselle Daria Machetti, Maître Mélissa Beaulieu-Lucier, Maître Didas Nirinkwaya, Maître Kate Gibson, par voie de vidéoconférence, Mademoiselle Anine Gali et moi-même, Stéphane Bourgon. Merci, Monsieur le Président. Thank you. Mr. Burgoyne, it wouldn't be the first time. Maître Bourgon, ce n'est pas la première fois qu'on ait oublié d'allumer ou d'éteindre même son ordinateur au moment opportun et souhaité. Je me penche maintenant sur l'appel contre la peine. Alors, je vais vous décrire d'abord le contexte de la procédure d'appel. Le 7 novembre 2019, la Chambre de première instance a condamné M. Ntaganda pour les 5 chefs de crime contre l'humanité
et les 13 chefs de crimes de guerre pour lesquels il a été reconnu coupable. M. Ntaganda a été condamné à une peine conjointe unique de 30 ans d'emprisonnement avec une déduction pour le temps déjà passé en détention à partir du 22 mars 2013. Dans son appel contre la décision de condamnation, M. Ntaganda soulève 12 moyens d'appel dans lesquels il allègue que la Chambre de première instance a soit abusé de son pouvoir discrétionnaire et ou commis des erreurs de droit et de fait en ce qui concerne ses conclusions sur son degré de participation, mais aussi de connaissance des crimes commis au cours des premières et deuxièmes opérations, ainsi que les conclusions relatives aux diverses circonstances aggravantes et atténuantes. À cet égard, il demande à la Chambre d'appel d'annuler les erreurs alléguées de la Chambre de première instance et de réduire substantiellement les peines individuelles et la peine unique y correspondant. Les motifs d'appel de M. Ntaganda et les conclusions de la Chambre d'appel à cet égard sont résumés comme suit. Dans son premier moyen d'appel, M. Ntaganda soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit et une erreur de fait en ne faisant pas de distinction entre son degré de participation aux crimes commis lors de la première opération et ceux commis lors de la deuxième opération. La Chambre d'appel n'est pas convaincue par l'argument présenté par M. Ntaganda, selon lequel la Chambre de première instance a commis une erreur en refusant de considérer que sa proximité physique et sa connaissance des particularités des crimes commis démontraient un degré moindre de participation à la deuxième opération. Elle estime en effet qu'il est dans la nature de la perpétration indirecte en tant que forme de responsabilité pénale que la proximité physique avec la commission des crimes et la connaissance des détails spécifiques de la manière dont les crimes sont commis ne sont pas requises pour déclarer un individu responsable en tant qu'auteur principal. Bien que la Chambre d'appel accepte que ces facteurs puissent être quand même indicatifs du degré de participation d'un individu dans certaines circonstances, certes, elle n'est malgré tout pas convaincue que l'absence de ces facteurs doivent être pris en compte comme indiquant généralement un moindre degré de participation. En l'espèce, la Chambre d'appel considère que la Chambre de première instance a correctement évalué le degré de participation de M. Ntaganda en appréciant le rôle qu'il a joué dans la commission des crimes. Et en conséquence, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur en refusant de considérer que sa proximité physique et sa connaissance des spécificités des crimes commis démontraient un degré de participation moindre à la deuxième opération. De même, la Chambre d'appel considère que son argument selon lequel la Chambre de première instance a évalué sa participation aux deux opérations, comme s'il s'agissait d'un phénomène unique, n'est pas fondé. De l'avis de la Chambre d'appel, la Chambre de première instance a procédé à une évaluation de la gravité in concreto de son comportement coupable pour chacun de ces crimes. Le deuxième moyen d'appel, là, M. Ntaganda conteste l'évaluation par la Chambre de première instance de son degré de participation et de connaissance du crime de viol de civils au titre des chefs 4 et 5. La Chambre d'appel note que la Chambre de première instance a procédé à une évaluation concrète de son degré de participation au crime. Elle a rappelé que certains des viols commis pendant la première opération ont eu lieu au camp d'appartements qui était la base de M. Ntaganda. En outre, elle a pris en compte sa présence sur le camp, le fait qu'il savait que des familles étaient amenées et le fait aussi qu'il les y amenait lui-même. De l'avis de la Chambre d'appel, sa connaissance était donc clairement établie. En outre, sur la base d'une analyse plus approfondie, la Chambre de première instance a conclu que le degré de culpabilité de M. Ntaganda était substantiel en ce qui concerne les viols commis sur des civils au cours des deux opérations en question. Et par conséquent, la Chambre d'appel ne trouve aucune erreur dans l'approche de la Chambre de première instance.
Dans son troisième moyen d'appel, M. Ntaganda fait valoir que la Chambre de première instance n'a pas examiné son manque de connaissances ou de participation concrète à la réduction en esclavage sexuel de civils et au viol et à l'esclavage sexuel de 3 individus âgés de moins de 15 ans. En ce qui concerne les crimes commis contre les civils au cours de la deuxième opération, la Chambre d'appel considère que la Chambre de première instance a procédé à une évaluation concrète de son degré de participation au crime. Sur la base des conclusions de la Chambre de première instance, la Chambre d'appel conclut que la connaissance par M. Ntaganda des crimes commis contre les victimes a été établie en vertu de l'accord conclu entre les co-auteurs pour mettre en œuvre un plan commun. Et en ce qui concerne les crimes contre des personnes âgées de moins de 15 ans au moment des crimes, la Chambre d'appel ne trouve aucune erreur dans la conclusion de la Chambre de première instance, selon laquelle si le degré d'intention de M. Ntaganda était inférieur à celui des crimes sexuels contre des civils, son degré d'implication malgré tout et de participation dans leur commission était important. Dans son quatrième moyen d'appel, M. Ntaganda soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant que sa participation au meurtre commis dans le cadre de la deuxième opération, y compris le massacre de Kobu, a été renforcée par 1. Le fait qu'il n'a pas puni le commandant Salomon Mulenda pour le massacre de Kobu, 2. Que sa prétendue approbation a posteriori du massacre de Kobu et d'autres meurtres commis par les troupes de Mulenda. La Chambre d'appel note que, pour conclure que la participation et l'intention de M. Ntaganda concernant les meurtres et tentatives de meurtre commis dans le cadre de la deuxième opération étaient substantielles, la Chambre de première instance n'a pas estimé, par contre, que la participation ou l'intention de M. Ntaganda concernant la deuxième opération était renforcée par le fait qu'il n'avait pas puni Salomon Mulenda ou qu'il avait exprimé son approbation des meurtres de Kobu, comme le suggère d'ailleurs M. Ntaganda. Pour parvenir à sa conclusion, la Chambre de première instance a plutôt pris en compte un certain nombre de facteurs, notamment le fait que M. Ntaganda a participé à la planification pertinente de cette opération, et c'est clair, et qu'il est resté en contact avec les commandants sur le terrain. Quant à l'argument selon lequel la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en se fondant sur l'expression de son approbation post facto du massacre de Kobu, la Chambre d'appel considère que cet argument fait l'amalgame entre la notion d'intention d'un côté et les éléments de preuve qui peuvent être pertinents pour l'établir de l'autre. La Chambre de première instance a tenu compte du fait que M. Ntaganda a exprimé son approbation des meurtres lorsqu'il a été informé de ce qui s'était passé, en conjonction avec d'autres conclusions pertinentes pour établir sa mens rea. En conséquence, la Chambre d'appel ne constate aucune erreur dans l'appréciation par la Chambre de première instance du fait que M. Ntaganda n'a pas puni M. Mulenda ou qu'il a exprimé son approbation des meurtres de Kobu au fin de la détermination de la peine. Et dans son cinquième moyen d'appel, M. Ntaganda conteste l'appréciation par la Chambre de première instance d'une circonstance aggravante liée à la mort de cette personne résultant du crime consistant à diriger intentionnellement des attaques contre des civils. La Chambre d'appel note qu'en vertu de l'article 8.2i, petit i des éléments, la mort et les blessures réelles ne sont pas un élément requis pour que le crime de diriger intentionnellement des attaques contre les civils soit réellement rempli. Par conséquent, lorsqu'un préjudice réel ou un décès survient en conséquence de l'attaque ou des attaques illégales contre les civils, il n'est pas interdit à une chambre de première instance de prendre en compte ce préjudice réel ou ce décès dans sa détermination de la peine appropriée, à condition qu'il soit suffisamment lié au crime consistant à diriger intentionnellement des attaques contre des civils et qu'il ait été objectivement prévisible par la personne condamnée et que les conclusions relatives à cette conséquence aient été établies au-delà de tout doute raisonnable. En conséquence, la Chambre d'appel ne trouve aucune erreur dans l'approche et l'évaluation de la Chambre de première instance. Dans son sixième moyen d'appel, M. Ntaganda fait valoir qu'en imposant une peine individuelle de 30 ans
pour le crime de persécution, qui est égal à la peine individuelle la plus élevée pour le crime sous-jacent de meurtre, la Chambre de première instance a procédé de manière inadmissible à une double comptabilisation. Selon lui, la seule peine appropriée pour la persécution dans ces circonstances était de 0, étant donné le chevauchement finalement des comportements et la dimension discriminatoire y associée entre les crimes sous-jacents au chef d'accusation 1 à 5, 7 à 8, 11 à 13 et 17 et 18 et le crime de persécution. La Chambre d'appel considère que l'argument de M. Ntaganda ignore le processus de détermination de la peine aux 2 étapes prescrites par l'article 78.3 du statut. La Chambre d'appel considère que le calcul d'une peine individuelle implique nécessairement une évaluation de toutes les circonstances pertinentes pour un crime particulier. Si les circonstances pertinentes pour plus d'une peine individuelle devaient être exclues du calcul quelconque de ces peines individuelles, la culpabilité réelle d'une personne condamnée pour un crime particulier ne serait pas très claire. Par conséquent, la Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur en imposant une peine individuelle pour persécution, en tenant compte du même comportement sous-jacent et de la nature discriminatoire de ce comportement, qui a également été pris en compte lors de la fixation des peines individuelles pour les crimes sous-jacents au chef d'accusation déjà cités 1 à 5, 7, 8, 11 à 13 et 17 et 18. En outre, la Chambre d'appel considère qu'une peine égale à 0 aurait effectivement ignoré la condamnation de M. Ntaganda pour le crime de persécution et aurait donc entraîné une erreur de droit. Nous sommes au 7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e moyen d'appel. Dans ces moyens d'appel, M. Ntaganda conteste l'évaluation des circonstances atténuantes par la Chambre de première instance. Dans le 7e moyen d'appel, il fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit ou a mal apprécié les faits en considérant que le fait d'avoir sauvé la vie à 64 combattants ennemis ne constituait pas une circonstance atténuante. Or, selon lui, ces actions ont représenté un acte humanitaire substantiel, méritant d'être reconnu et pondéré en tant que circonstance atténuante. Mais toutefois, étant donné que la Chambre de première instance a estimé que les actions de M. Ntaganda visaient à utiliser les soldats capturés pour servir le plan commun, la Chambre d'appel considère que, quel que soit le nombre d'individus, M. Ntaganda était censé avoir sauvé, ou la force avec laquelle il avait dû intervenir pour même sauver ses vies, son arrière-pensée a nécessairement diminué la valeur de ses actions puisqu'il voulait les capturer pour servir le plan commun. En tant que tel, ces actions ne peuvent objectivement s'apparenter à un acte humanitaire substantiel comme il le prétend. Dans son 8e moyen d'appel, M. Ntaganda conteste le rejet par la Chambre de première instance de son expérience personnelle traumatisante du génocide rwandais en tant qu'atténuation de sa peine. La Chambre d'appel note que, nonobstant le fait que la Chambre de première instance a expressément reconnu les souffrances et la discrimination de M. Ntaganda et celle qu'il avait endurée du fait de son expérience du génocide, il était raisonnable que la Chambre de première instance estime que son expérience personnelle ne pouvait pas diminuer sa culpabilité compte tenu de son comportement criminel et compte tenu de la gravité de ses crimes. Dans son 9e moyen d'appel, M. Ntaganda soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur en s'abstenant de formuler des conclusions et d'accorder un poids en atténuation aux éléments suivants. Le premier, la protection qu'il aurait assurée au civil Lendo Amandro en juin 2002, la protection qu'il aurait assurée à d'autres civils en déployant des troupes, et troisièmement, la sanction qu'il aurait infligée aux crimes commis contre des civils. Dans son 10e moyen d'appel, M. Ntaganda conteste le poids accordé par la Chambre de première instance à sa prétendue contribution authentique et concrète à la paix et la réconciliation avec la communauté Lendu, ainsi qu'à la démobilisation et à l'intégration des membres de l'UPC FPLC dans les forces armées de la RDC. Pour des raisons qui sont pleinement exposées dans son jugement, la Chambre d'appel prend note des conclusions détaillées de la Chambre de première instance sur ces questions et conclut que l'évaluation des preuves par la Chambre de première instance était raisonnable
et que cette évaluation était fondée sur l'application correcte de la norme de la preuve, de la prépondérance des probabilités et des pouvoirs discrétionnaires. Dans son 11e moyen d'appel, M. Ntaganda conteste l'appréciation par la Chambre de première instance de son comportement coopératif avec la Cour pendant le procès en tant que circonstance atténuante. La Chambre d'appel note que la bonne conduite et la coopération avec la Cour est quelque chose auquel on s'attend de tout accusé. En tant que tel, la bonne conduite et la coopération ne peuvent pas en soi constituer un facteur d'atténuation de la peine. Toutefois, comme l'a correctement indiqué la Chambre de première instance, un tel comportement peut être considéré comme une circonstance atténuante s'il s'avère de nature exceptionnelle. En rejetant ce facteur comme atténuant, la Chambre d'appel estime que l'évaluation globale de son comportement par la Chambre de première instance était raisonnable et ne trouve aucun fondement à son argument selon lequel la Chambre de première instance a mal apprécié les faits en concluant que sa conduite pendant le procès n'était pas exceptionnelle. Dans son 12e moyen d'appel, M. Ntaganda conteste l'appréciation par la Chambre de première instance des efforts qu'il a déployés pour aider ses co-détenus, dont on pourrait dire qu'ils avaient du mal à supporter leur détention. Et en tant que circonstance atténuante, la Chambre d'appel note qu'en jugeant que les actions de M. Ntaganda étaient louables, la Chambre de première instance était pleinement consciente des faits et des circonstances entourant ses actions et a exprimé son appréciation de sa conduite. La Chambre de première instance a également clairement attribué un poids à ce facteur d'atténuation. Toutefois, en mettant en balance ce facteur avec la gravité et les circonstances aggravantes établies pour les crimes pour lesquels M. Ntaganda a été condamné, elle a estimé que ce facteur était trop limité pour avoir un impact sur les peines individuelles et globales. La Chambre d'appel ne trouve aucune erreur dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la Chambre de première instance à cet égard. Ayant rejeté les motifs d'appel de M. Ntaganda dans leur intégralité, la Chambre d'appel confirme par la présente le jugement de condamnation de la Chambre de première instance. Et ainsi, j'en arrive à la fin du résumé de l'arrêt de la Chambre d'appel. C'est un résumé. Il faut absolument que vous vous penchiez sur l'arrêt dans son entièreté. Je tiens à remercier tout le personnel du greffe qui a contribué à permettre à cette audience à se dérouler à la fois physiquement et virtuellement. Et je remercie également les interprètes. L'audience est ajournée.